Et bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le canal 27 de la TNT. Et bonjour à vous Jean-Michel Bonjour Apathy. Fabienne. Avec vous Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Bonjour Patrick Caner. Bonjour. Le journal L'Équipe rapporte que des joueurs du Racing 92 seraient soupçonnés de dopage aux corticoïdes. Il s'agit de Dan Carter, Rocco Socco et Imnov, 3 joueurs importants de cette équipe. Comment vous réagissez quand vous lisez cet article sur le dopage dans le rugby, dopage possible ? Je l'ai lu comme vous, j'ai entendu les commentaires. Rappelons aux téléspectateurs quelles sont les procédures. Il y a ce qu'on appelle des AUT, autorisations d'usage de médicaments à des fins thérapeutiques. Ces autorisations sont demandées à l'Agence française de lutte contre le dopage, donc, qui est un organisme placé sous l'autorité du gouvernement, et qui vérifie si l'état de santé justifie ou non qu'on puisse donner des médicaments, parfois donc des corticoïdes. Donc là, manifestement, il n'y a pas eu de demande, d'après les éléments que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas eu de demande préalable, mais on peut régulariser a posteriori, après l'événement, ce type de choses. On peut arranger le coup, quoi. Si on a été maladroit, on peut arranger le coup. C'est peut-être une faille de la loi française, je le dis. Ah, il faudra regarder cela de très près. La loi pourrait changer, éventuellement. Écoutez, là, on a un cas typique qui montre que la loi doit s'adapter parfois aux pratiques. Si effectivement il n'avait pas le droit de prendre de corticoïdes, est-ce que le titre pourrait être retiré au Racing ? La Fédération française le match a 40 jours pour faire son travail. Vous précisez que c'était la finale du championnat de France. C'est la finale du championnat qui s'est faite d'ailleurs en Espagne, à Barcelone. D'ailleurs, il faut remarquer que la FLD, donc notre agence de lutte contre le dopage, a pu faire ses contrôles en Espagne parce qu'il y a eu un accord avec l'Espagne. C'est un point quand même positif qu'il faut savoir souligner. Le titre. Alors le titre, le Brennus. Si très concrètement la fédération estime qu'il y a eu triche, parlons clair, eh bien je pense qu'elle prendra ses responsabilités. Mais on est au début de la procédure. Soyons prudents, n'attaquons pas ou n'accusons pas sans éléments probants, vous le comprendrez. Mais voilà, ça montre que la lutte contre le dopage, c'est une course contre la montre. Je l'ai toujours dit, c'est une course de vitesse. Il faut adapter le droit en permanence. C'est ce que d'ailleurs nous avons fait, puisque je vous rappelle en quelques mots que la France s'est mise d'équerre avec le Code mondial antidopage et que nous sommes maintenant dans les 5 pays les plus remarquables en termes de lutte contre ce type de fléau. Et juste un dernier mot là-dessus, Monsieur Caner, c'est vrai que c'est que le début, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il commence à y avoir quand même un problème avec le rugby ? De plus en plus, on voit sortir des affaires, on voit des livres écrits, on voit surtout des tailles de rugbyman qui changent avec le temps. Est-ce qu'il ne commence pas à y avoir un souci ? Carter et Rocco Socco, c'est des grandes stars mondiales. C'est certainement les plus grandes stars du championnat. Je ne ferai pas de commentaires sur l'évolution physique des rugbyman. Quand même. Enfin bon, sinon sur le principe, en tout cas, du fait que le rugby commence à être touché au même titre que les autres. Mais au même titre que les autres, mais pourquoi voulez-vous que le rugby, malheureusement, ne soit pas touché ? Voilà, c'est la rigueur, cette course de vitesse, comme je vous l'ai évoqué, il faut être d'une vigilance totale et sanctionner. Et il faut lutter contre cette triche. Moi, je suis pour un sport loyal, donc un sport naturellement sans dope. Jean-Michel. Ce soir, on va parler de football. France-Bulgarie, match qualificatif pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2018 en Russie. France-Bulgarie, ça rappelle des souvenirs évidemment aux amateurs de football. C'était le 17 novembre 1993. Et dans les dernières secondes, voilà ce qu'a fait la Bulgarie. Kostadinov. À 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. Aïe. C'était un peu sadomaso, vous, hein? Non, c'est Thierry Roland, voilà, qui était au commentaire. Donc une pensée pour Thierry. On espérait que ce soir... Kostadinov contre Bernard Lama, mais qui a été crucifié, Bernard Lama. Bernard Lama, c'est le goal. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas le foot. C'est vrai. On va pas refaire le match. Mais 17 novembre 93, vous savez, Kingsley ou Coman n'étaient pas encore nés, donc il y a prescription. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de football ce matin, Patrick Caner ? Parce que nous avons été surpris de lire une interview de Noël Le Graët, le président de la Fédération française, dans Le Figaro hier, et il dit Karim Benzema est sélectionnable. Alors que la mise en examen est toujours là pour tentative de chantage et participation à association de malfaiteurs. Quel est votre point de vue, Patrick Caner ? Des dizaines de fois qu'on me demande mon point de vue sur Benzema. Oui, mais là, le patron de la Fédé dit il est sélectionnable. Je pense que Noël Le Graët n'a jamais dit le contraire. Il est sélectionnable. Sur le plan sportif, il est sélectionnable. Manuel Valls mais il n'est pas sélectionné. Qu'est-ce que c'est comme ça. Je ne suis pas le sélectionneur, c'est Didier Deschamps. Donc Didier Deschamps estime aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il réintègre l'équipe de France. C'est pas vous avez bien compris que c'est pas le sportif qui est en cause.
c'est l'environnement autour du sportif. Et de votre point de vue, rien n'a changé? Écoutez, la procédure est toujours en cours. Noël Le Graët a toujours eu beaucoup de finesse et d'appréciation positive par rapport à Benzema, qui est un immense joueur, chacun le sait bien. Voilà, donc après, Didier Deschamps estime qu'il ne rentre pas aujourd'hui dans son périmètre de sélection, dont acte. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Par contre, ce que je vois... Si, vous pouvez estimer qu'il y a un devoir d'exemplarité pour les joueurs de foot. Oui, mais je l'ai toujours... que quand on est mis en examen, on le remplit pas tellement. Je l'ai toujours dit, et en même temps, voilà, moi, je l'ai fait à une époque bien précise, qui était celle de l'Euro, où le gouvernement avait un rôle particulier, l'État avait un rôle particulier. Là, nous sommes dans une autre phase de la vie de l'équipe de France. Si demain, Didier Deschamps estime qu'il faut Benzema pour la réussite de l'équipe de France... Ça ne vous gêne pas? Écoutez, je ne sais pas s'il le fera, mais je ne ferai pas de commentaires sur un choix qui relève de la compétence exclusive de Didier Deschamps. Après, que la procédure judiciaire, ce que dit aussi d'ailleurs Noël Le Graët, vous ne l'avez pas évoqué, M. Apathy, que la procédure judiciaire aille vite, je pense qu'il a raison. Il a raison, parce que c'est quand même un sujet qui, maintenant, date depuis presque un an. Et donc, Karim Benzema, vous l'avez dit, ne jouera pas ce soir, mais c'est sur les principes que... Mais il reste encore 8 matchs pour les sélections pour Moscou. Oui, c'est ça. Oui. Donc, après le match de ce soir. Voilà, donc on verra quels seront les choix de Didier Deschamps. Un autre dossier sportif est important, puisque aujourd'hui va être déposée la deuxième partie du dossier pour Paris 2024. Nous parlons là des Jeux Olympiques, mais... Il est 8h39, bientôt 8h40, et donc on n'en parle pas tout de suite. Voilà, vous faites ça très bien, Jean-Michel. Merci beaucoup. On parlera des JO dans un instant. On va aussi parler politique ensemble, Patrick Caner. 8h40, l'info en 90 secondes. C'est donc Victor Matet. Et le calme est revenu en Corse après de nouveaux affrontements hier soir, mais moins violents que la veille. À Corté, plusieurs dizaines de jeunes nationalistes se sont heurtés aux forces de l'ordre. Ils manifestaient contre la condamnation de 3 militants jugés hier à Paris. La réaction de Marine Le Pen au lendemain du renvoi en correctionnel de 2 dirigeants du Front National. Cela concerne les comptes de campagne 2012. Le FN est extrêmement serein, dit sa présidente sur France Bleu Pays d'Auvergne. Marine Le Pen qui s'estime victime d'une persécution. En Haïti, le bilan toujours provisoire dépasse désormais les 300 morts après le passage de Matthew. L'ouragan balaye en ce moment les côtes américaines de la Floride et remonte vers le nord. 2 millions de personnes ont été évacuées et décision extrêmement rare. Les parcs d'attractions Disney ont même été fermés. Le prix Nobel de la paix sera connu en fin de matinée à 11h précisément, qui succédera à la Tunisie et à son processus démocratique récompensé l'an dernier. Parmi les 316 prétendants, un record, quelques favoris comme les casques blancs qui sauvent des vies tous les jours en Syrie. Et si le meilleur rugbyman du monde s'était dopé lors de la dernière finale du Top 14, d'après le journal L'Équipe, Dan Carter, mais aussi 2 de ses coéquipiers du Racing, auraient été contrôlés positifs aux corticoïdes. L'agent de Dan Carter explique ce matin qu'il était sous traitement et qu'il avait fait une demande d'autorisation d'usage thérapeutique. France Info. Retour dans l'émission politique de France Info avec Patrick Caner ce matin. Question, Jean-Michel, on reprend là où on avait laissé. Oui, les Jeux Olympiques. Exactement. Le financement des Jeux Olympiques, puisqu'aujourd'hui, Paris 2024 dépose la deuxième partie du dossier. Comment on finance exactement ces Jeux? Quel est l'apport de la puissance publique? Donc, je crois que le gouvernement prévoit d'apporter 1 milliard d'euros, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et quand on voit l'état des caisses, on se dit, tiens, on se demande où on le prend. C'est 1 milliard d'euros sur 9 années, une fois que... Une paille. C'est facile. C'est pas une paille, mais vous savez, sur un budget, celui de l'État, je pense qu'on est capable d'amener cet effort financier. Puis on n'est pas tout seul, puisqu'il y a quand même 500 millions qui sont portés par les collectivités territoriales, la région, la ville de Paris, le département des Seine-Saint-Denis et d'autres collectivités. Non, c'est un dossier qui est très important. Vraiment, nous sommes totalement mobilisés. Vous savez qu'on a déjà eu 3 échecs, dont le dernier qui était cuisant par rapport à la candidature sur 2012. Donc là, on est vraiment bien parti. On a mis les choses d'équerre, à savoir, c'est bien le mouvement sportif qui porte la candidature, avec Lapasset et Stanguet, c'est un couple gagnant. Le président est à sa place. Je vois cette belle photo avec Thomas Bach dimanche dernier, lui remettant un drapeau de 1924. La dernière fois où Paris a obtenu les Jeux Olympiques et organisé les Jeux Olympiques. Donc, un dossier important. 17 février dernier, on a déposé le dossier général avec notamment le choix des sites. Aujourd'hui, c'est le dossier financier que vous évoquez. Donc, je vous rappelle quand même les grands enjeux. C'est 6 milliards d'euros environ. 6 milliards d'euros, 3 milliards d'euros pour l'événement sportif.
stricto sensu, qui est totalement autofinancé, droit TV, billetterie, mécénat, partenariats divers et variés, 3 milliards pour la partie équipement. Sur le papier, c'est formidable, mais on sait toujours qu'il y a beaucoup de dépassements. Il ne peut pas y en avoir. Il y en a toujours. Plusieurs villes. Pourquoi il ne peut pas y en avoir? C'est interdit? Vous êtes affirmatif. C'est le cas dans toutes les villes. Il y en a à chaque fois. Pourquoi il n'y en aurait pas cette fois-ci? Pourquoi il n'y en aurait pas? Pour des raisons extrêmement simples. C'est une bonne question. Pour rappeler aux gens, quand même, on va construire le village olympique, on va construire un centre aquatique, il faut élargir le Bercy Arena, ça fait effectivement c'est du lourd, quand même. Écoutez, vous savez ce qui s'est passé à Sochi ou à Pékin, où là, il fallait construire complètement tous les équipements. Et tous les budgets ont été explosés. Et même chose au Japon, à Tokyo, ils ont dû refaire complètement leur projet sur le stade. Et les budgets ont explosé. Et ben, je vais vous dire, la France maîtrise. Nous avons eu 20 mois d'expertise financière sur la maîtrise du dossier. Je voudrais vraiment vous le dire. C'est quoi les 3 milliards d'infrastructures publiques qui sont nécessaires? C'est le village olympique et le village des médias. 5000 logements, 1,8 milliard d'euros. Excusez-moi, mais on sait combien coûte aujourd'hui un logement en France. Les autres, ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Non, mais et ça dépasse partout. Parce que c'est un événement très complexe à organiser. Je suis apathie. Permettez-moi, je connais bien le dossier, je vais essayer non pas de vous convaincre, mais en tout cas d'expliquer cela. Si vous allez me convaincre. 1,8 milliard d'euros pour la partie, sur les 3 milliards, sur la partie logement. Donc totalement maîtrisé. Qu'est-ce qu'il nous reste à construire? La piscine olympique, l'Arena 2, donc l'Arena 2 Bercy. Et le village. Non, mais le village, je viens de vous l'évoquer déjà. Ce qui veut dire que, allez, même si il y avait un dépassement, allez, je vous accorde un dépassement de 10%, c'est beaucoup. Ah, quand même. Ah, ça c'est un scoop. Tiens, attendez, je vous accorde un dépassement de 10%. La facture va être dépassée de 10%. Ça ferait 300 millions d'euros. Ouais. Ah c'est rien. Bon. Non, mais attendez. Mais c'est rien par rapport à Pékin qui a été à 30 ou 35 milliards d'euros ou à Sochi qui a eu les mêmes. Donc on est vraiment sur une candidature maîtrisée. Je vais vous le dire, si vous, journalistes, que je respecte, vous n'êtes pas convaincu avec nous que cette candidature est bonne, qu'elle est maîtrisée, excusez-moi, mais on va avoir un peu de mal à aller convaincre nos... Notre métier, c'est le doute. Votre métier, c'est le doute, mais c'est aussi l'encouragement à ce qu'il y ait un beau dossier rassembleur pour le pays. Le 15 novembre, nous irons présenter la candidature à Doha avec les autres candidats, que je salue, puisqu'on n'a pas le droit de les critiquer, donc je les salue. Ce qui suppose d'être gentil avec le Qatar. Los Angeles, Doha ne fait qu'accueillir. Le CIO. Mais ce qu'il faudra être surtout convaincant vis-à-vis environ de 90 personnes qui seront celles qui auront le droit de vote le 13 septembre 2017 à Lima. Alors, un autre mot concernant le dossier, c'est la sécurité. Oui. De ce point de vue-là, est-ce que l'agression de Kim Kardashian n'est pas un problème ? Comme vitrine, comme... On s'en souviendra en 2024, peut-être. Je ne suis pas sûr que cette agression, bien dommageable, naturellement, pèse beaucoup le 13 septembre 2017 à Lima. Merci. Voilà, donc, avec tout le respect que je porte pour l'intéressé, mais c'est une affaire privée dont tact. Vous savez, ce qui pèsera plus, mais vous ne m'écoutez pas d'ailleurs. Hein. Si, vous êtes dissipé. Il écoute. Moi, j'écoute attentivement, mais c'est eux que ça ne m'intéresse pas. Vous savez, ce qui va peser beaucoup plus, et Thomas Bard nous l'a dit dimanche, c'est la manière dont nous avons géré l'euro. Et notamment la sécurité. Donc, notamment la sécurité, même si malheureusement il y a eu ce drame terrible 4 jours après la finale, à Nice naturellement, mais l'euro en tant que tel a été partant. Il y a eu un incident. Je le reconnais, ça a été l'affaire russe-Angleterre. Russie-Angleterre. Et aussi des incidents au Champ de Mars. Oui, enfin, globalement, honnêtement, 4 millions de personnes dans les fan zones, 2 millions de personnes dans les stades, on peut dire quand même que l'euro aura été un succès. Une autre compétition s'annonce, Patrick Caner, mais celle-là, elle est politique. La présidentielle, dans 7 mois, ça va vite. Beaucoup Alors, plus François Hollande, dangereuse. il y va ou pas? Moi, je le souhaite. Vous le souhaitez? Vous avez des informations, non? Il m'arrive de voir le président de la République. C'est mon candidat. Je ne suis pas le seul à espérer que ce soit notre candidat. Pour quelle raison il doit y aller? Parce que j'entends parfois parler de candidat naturel. Non, il n'est pas naturel, il est nécessaire. Oui, pour moi, il est nécessaire parce que je crois qu'il n'y a que lui qui peut être présent au second tour pour la gauche. Ah bon? Donc voilà, avec l'expérience qui est la sienne. Vous voyez les sondages, personne ne dit qu'il peut être présent au second tour. Vous savez, les sondages sont faits sur aujourd'hui des codes de popularité ou des intentions de vote, mais sans savoir s'il est déjà candidat. Quand il sera candidat, ce que je souhaite, comme il l'a annoncé mi-décembre, je pense qu'il y aura un changement d'appréciation. Et puis d'ici là, ce sera passé la primaire à droite. J'ai écouté attentivement hier pendant 2 heures Alain Juppé. Je ne l'ai pas entendu complètement, mais en grande partie. Et je vois bien que
finalement, les candidats de droite sont de droite. Et je l'ai vécu il y a 48 heures au Sénat sur un projet de loi égalité et citoyenneté qui a bien montré que la sagesse d'un Sénat de droite, ça reste Et donc, la si droite. les candidats de droite sont de droite, les gens de gauche ne doivent pas aller voter à la primaire ? Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est de gauche pourra signer la charte. Voilà, moi, ça me semble aberrant. Donc, je préfère qu'ils viennent voter en janvier, le 22, le 29 janvier, pour la primaire de gauche et qu'ils se mobilisent pour qu'un candidat de gauche soit vraiment présent au second tour. Vous êtes ministre de la Jeunesse. En 2012, François Hollande, candidat, parlait de la jeunesse ainsi. C'est pour la jeunesse de notre pays que je veux présider la France. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je demande à être évalué sur ce seul engagement. Est-ce que les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012? On aurait envie de répondre non. Hélas. Alors, écoutez, vous répondez quoi, vous faites sûrement allusion à ce rapport de la Cour des comptes qui a été publié il y a 48 heures sur les emplois en direction de la jeunesse. Le chômage de la jeunesse est un drame pour notre pays, il faut le reconnaître, mais il faut bien placer les choses à l'endroit. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est la démographie du pays, avec 100 000 jeunes qui rentrent, 800 000 jeunes qui rentrent sur le marché du travail tous les ans, mais avec un différentiel positif de 100 000 par rapport au nombre de départs en retraite. Donc il faut intégrer cela. Je vous rappelle qu'en Allemagne, c'est l'inverse. Il y a 100 000 départs en retraite de plus. Mais ça fonctionne quand même pas très bien. Et le chômage des jeunes demeure important. Il demeure important, il est stabilisé, c'est pas suffisant. Ailleurs, il a baissé. Ailleurs, et en France, il reste très haut. Il a baissé pour des raisons démographiques que je viens de vous expliquer. Exemple en Allemagne. Donc moi, j'insiste sur le fait, mais on y reviendra, que les mesures qui sont prises, qui méritent sûrement d'être mieux coordonnées, ne sont pas que des mesures d'emploi. Et je voudrais pouvoir évoquer les autres mesures que nous avons prises pour la jeunesse dans quelques instants. Et on se retrouve dans un instant. Il est 8h50. Voici Victor Mattei. Le plan de sauvetage d'Alstom Belfort présenté cette semaine par l'État ne sera pas efficace à long terme. C'est ce qu'estiment 67% des sondés. Une enquête Odoxa pour France Info qui indique également que 2 Français sur 3 jugent cette mesure électoraliste. Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la Syrie et Alep. Le compte-rendu de l'envoyé spécial de l'ONU doit être détaillé. Il estime déjà que les quartiers de l'est de la ville tenus par les rebelles pourraient être totalement détruits d'ici à la fin de l'année si le régime de Damas et les Russes poursuivent leur offensive militaire. Le bilan ne cesse de grimper en Haïti. L'ouragan Matthew a fait plus de 300 morts d'après un sénateur local. Les vents à plus de 200 km/h balayent désormais les côtes américaines et la Floride. État d'urgence, couvre-feu par endroits, 2 millions de personnes ont été évacuées. La grippe saisonnière cause chaque année en France jusqu'à 2000 décès, principalement après 65 ans. La campagne de vaccination débute aujourd'hui. Plus de 10 millions de personnes ont reçu des bons pour retirer le vaccin gratuitement en pharmacie. L'an dernier, une personne à risque sur 2 seulement s'était fait vacciner. Le deuxième match des éliminatoires du mondial de foot 2018, France-Bulgarie ce soir. De quoi rappeler certains mauvais souvenirs aux fans des Bleus puisqu'en 93, les Bulgares avaient privé la France de mondial. France Info. Et la dernière partie de l'émission politique de France Info avec Patrick Caner. Question, Jean-Michel Apathy. Voilà, les titres nous ont interrompus, donc le chômage des jeunes, ça ne va pas bien. Vous vouliez dire que oui, d'autres mesures je voulais avaient dire été simplement prises qu'on a fait des mesures en direction de l'emploi des jeunes. Emploi d'avenir, contrat starter, la garantie jeune qui a été soulignée comme étant un point positif pour les jeunes les plus en difficulté, qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en scolarité. Donc on a vraiment des outils qui sont des outils, je le dis, d'accompagnement, certains diront de réparation sociale, mais s'ils n'étaient pas là, ce serait une catastrophe pour tous ces jeunes. Mais puis la jeunesse, ce n'est pas que l'emploi. Quand un jeune travaille, quand il est salarié modeste, il a la prime d'activité aujourd'hui. 500 000 jeunes qui ont la prime d'activité, il faut le reconnaître. La garantie logement pour les jeunes qui n'ont pas le moyen de demander à leurs parents de le faire. Mais le critère déterminant, ça reste l'emploi. Oui, et ça reste le problème. Et la Cour des comptes, c'est le plafond de verre. C'est le plafond de verre, l'emploi. Dit que les contrats aidés, ça ne marche pas. Donc ce sont quand même des grandes recettes de campagne électorale qu'il faudra peut-être abandonner, Patrick Caner. Mais attendez, les contrats aidés, heureusement qu'ils sont là. Qu'est-ce que vous auriez fait avec ces 300 000 jeunes qui n'auraient pas eu d'emploi d'avenir, seraient aujourd'hui totalement en difficulté et totalement en vrille. Ça ne vous incite pas à réfléchir autrement? Ça m'incite à dire simplement que la croissance doit être confortée. On a vu les chiffres qui sont un peu moins bons que ceux que nous espérions. Très bien. À partir de là, moi, je me refuse à dire que permettre à un jeune de retrouver une place dans la société, même avec un emploi aidé, soit inutile pour lui-même.
Patrick Caner, France Info rend public un sondage Odoxa ce matin qui parle d'Alstom et qui dit que 69% des personnes interrogées jugent que cette mesure autour d'Alstom était électoraliste. Ils sont même plus de la moitié à penser que ça ne marchera pas. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Que nous n'aurions entendu si l'État avait, entre guillemets, laissé tomber Alstom. Et puis, je ne suis pas sûr que dans le sondage que vous évoquez, fait par Odoxa et pour France Info, on précise que Alstom va apporter à Belfort 70 millions d'investissements. 40 sûrs. 40 sûrs, notamment pour développer ce qu'on appelle la locomotive hybride. Donc, l'effort de l'État a permis d'arrêter la saignée qui était annoncée. Et en échange, nous avons négocié, je crois qu'on peut saluer le travail tant de Christophe Sirugue que d'Alain Vidalis, on a négocié qu'Alstom réinvestisse pour préparer l'avenir de Belfort. Moi, je crois que c'est un bon accord. Vous êtes incompris ? Écoutez, nous, on doit l'expliquer. Vous me permettez de le faire, donc je le fais avec grand plaisir. Alstom aurait fermé Belfort. Aujourd'hui, Alstom réinvestit à Belfort. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir comme message sur la décision de l'État. Et en tout cas, les sondages montrent que vous avez encore de la pédagogie à faire sur ce dossier. Guy Birenbaum. Vous êtes le ministre de la Jeunesse. Une question va peut-être revenir dans la campagne. En tout cas, Nathalie Kosciusko-Morizet l'a évoqué sur Europe 1. Elle a changé d'avis. C'est la dépénalisation du cannabis. Je vous propose qu'on l'écoute. Dépénalisation, j'écoute, a priori j'étais contre, mais j'écoute ce que disent les spécialistes et c'est vrai qu'il y a parfois des recommandations troublantes de spécialistes qui nous disent franchement on luttera mieux contre la consommation si on passe à la contravention. On sait que Jean-Marie Le Guen, ministre avec vous, est aussi sur cette position. Est-ce qu'à un moment ce sujet peut venir dans la campagne chez le candidat socialiste ? Écoutez, on verra bien si ça vient dans la campagne. Qu'est-ce que vous souhaitez ? La dépénalisation, ça vous paraît être une piste ? Honnêtement, non. C'est parce que vous êtes prudent. Je crois, tout d'abord, Jean-Marie Le Guen qui a été cité, l'a fait à titre personnel. Je crois qu'il faut le dire. Il peut avoir une opinion personnelle. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est intéressant. Excusez-moi, je vous coupe. Elle dit « j'ai parlé avec des spécialistes ». Parce que la prohibition, l'interdiction, on voit bien que c'est quand même de l'hypocrisie puisque la consommation est importante. Ce qu'il faut, c'est développer la prévention, naturellement. Mais la consommation existe. Je pense que les mentalités ne sont pas aujourd'hui mûres pour aboutir à cette dépénalisation. En tout cas, d'ailleurs, elle ne dit pas dépénalisation, elle parle encore de contravention. Mais les mentalités de qui ? Les mentalités des Français, en général. Je crois qu'il faut convaincre pour arriver à un tel résultat. Et dans toutes les hypothèses aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout certain sur un plan scientifique que cela serait utile pour les jeunes. Donc, je suis pour le statu quo, mais que le débat vienne sur la campagne, c'est évident. Et d'ailleurs, ça commence avec Nathalie Kosciusko, mais qui essaie toujours d'être un peu différente des autres, vous l'avez compris, pour pouvoir exister politiquement. Gilles Blanchard. Vous aimiez beaucoup Emmanuel Macron quand il était au gouvernement. Vous étiez assez proche. Est-ce que cette proximité est toujours la même ? Je n'ai plus de contact avec Emmanuel depuis qu'il a quitté le gouvernement. Il a changé de portable ? Pas un coup de fil, non, rien. Pas du tout. Je suppose qu'il a dû le garder parce qu'il avait son portable de ministre et son portable, comme moi d'ailleurs, j'ai 2 portables aussi. Je lui ai souhaité bon vent par un texto. Oui, c'est sympa, ça. Oui, il a répondu et il m'a répondu. Il m'a répondu notamment en disant mais je n'oublierai pas que tu m'as défendu quand notamment, vous savez, il a reçu les œufs par la CGT dans sa visite d'une antenne postale. Mais je n'ai plus de contact depuis. Et puis je vous cache pas que voilà, je suis maintenant surpris de cette évolution. Emmanuel Macron est un homme brillant. Mais qui, je crois, veut faire de la politique comme un trader. Et aujourd'hui, vous savez, je suis un ancien joueur de Monopoly, comme vous, sûrement. J'ai même acheté la rue de la Paix, des fois. Oui, et bien c'est voilà. Donc, si vous voulez, je pense qu'il veut passer de la case départ à la rue de la Paix, sans passer par la rue Lecourbe. Il peut toucher 20 000. Oui, il peut toucher 20 000. Des fois, il y en a qui vont en prison, directement en prison, sans passer par la case départ. Mais il y a des cases au milieu à franchir. Voilà, il veut aller vite. Je pense qu'il va aller beaucoup trop vite et que voilà, le sport politique, c'est autre chose. On finit avec le sport. Alors, un dernier mot. Tout à l'heure, vous avez dit Kingsley ou Coman. Alors, je vais vous faire un aveu. C'est le même. C'est Kingsley, Coman. Voilà. Et donc, du coup, c'est un seul et même joueur. Sur les réseaux sociaux, l'autre, c'est Anthony Martial. C'est vrai. Il est bon, mais Kingsley Coman,
Voilà, vous avez raison de me reprendre. C'est vrai que j'ai... C'est le même. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Parce que sur les réseaux sociaux, des internautes disent le ministre des Sports... Oui, non, mais c'est vrai. Mais il n'était pas né. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Personne n'était né. N'était né, vous avez Je m'excuse devant les internautes pour cette bévue, mais il est tôt le matin et puis je termine tard avec le Sénat. Vous ne m'avez pas interrogé sur ma loi égalité-citoyenneté, c'est dommage. Mais vraiment, je vous assure, regardez-la parce qu'il y a des belles mesures qui malheureusement ont été supprimées par la droite. Merci Patrick Caner d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, bon week-end.